Bonjour, je suis ravie d'avoir l'occasion de vous présenter les travaux qu'on mène au sein de l'équipe FPI, Formation et Professionnalisation des Ingénieurs, au pôle SHS. Même si ce ne sont pas des études qui sont finalisées, mais plutôt des enquêtes qu'on a commencées depuis quelques mois et qui sont dans lesquelles il reste beaucoup de choses à faire. Alors je vais vous présenter en quelques mots le projet Innovigne 2020, qui est un projet sur lequel on a obtenu un financement de l'Agence nationale de la recherche et qui a démarré donc en janvier 2015. L'objectif du projet, c'est de mesurer l'adaptation des formations d'ingénieurs aux nouveaux défis d'innovation en Europe et dans quelques pays émergents, et puis de réfléchir à comment améliorer ces formations. On sait tous que dans la plupart des pays du monde, l'enseignement supérieur s'est beaucoup modifié depuis les années 90, sous l'effet notamment de la globalisation économique, mais aussi par des volontés politiques. Mais ces changements, en fait, ils ne sont pas vécus de la même manière suivant les différents pays du monde, et puis en fonction des établissements aussi au sein de ces pays. Juste rappeler que l'Union européenne s'est donné comme objectif en 2000 de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive au monde. Donc on parle d'innovation, d'industrie 4.0, d'excellence scientifique, de rayonnement à l'international. Donc beaucoup d'ambition. Et dans ce contexte d'internationalisation se pose la question de la standardisation des formations, qui sous-entend homogénéisation et concurrence. Alors les questions que l'on se pose concrètement concernent les conséquences de ce contexte sur l'évolution des formations d'ingénieurs et sur le type d'ingénieurs que l'on en vient à former et sur les choix qui sont faits ou qui restent à faire concernant cette formation des ingénieurs. Les travaux qu'on a menés, en particulier Emmanuel Cardona-Gilles et moi, et puis avec tous les membres de l'équipe de FPI, visent à comparer ces différents modèles de formation, à voir quels sont les effets concrets de la mondialisation sur ces modèles, et en particulier sur la formation à l'innovation. On a cherché à explorer comment on s'y prend dans ces différents pays pour former des innovateurs. Donc on est allé sur le terrain dans ces différents pays pour rencontrer des directeurs d'écoles d'ingénieurs, des gens qui sont impliqués, qui ont des responsabilités pédagogiques dans ces écoles, dans ces universités. On est allé voir des gens dans des ministères dans certains pays. On est allé aussi voir des entreprises, donc des chefs d'entreprise, des DRH, pour essayer de recueillir leurs points de vue, leurs préoccupations, leurs attentes sur les formations d'ingénieurs et en particulier sur l'innovation. Alors les questions qu'on s'est posées et pour lesquelles j'aimerais essayer de proposer des pistes de réponse aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va vers une homogénéisation des formations d'ingénieurs et donc vers la formation d'un ingénieur unique de type mondialisé? Comment les différents pays se positionnent dans ces logiques? Quels sont les problèmes qui sont rencontrés? Quels sont les défis qui sont lancés? Quelles sont les différentes manières d'y répondre? Et quelles sont les tentatives aussi de certains pays de garder leur spécificité, voire de les imposer aux autres en Europe ou à l'échelle mondiale? Alors, ce que je propose pour répondre à ces grandes questions, c'est de commencer par présenter quelques grands modèles de formation d'ingénieurs en Europe, trois en particulier, l'allemand, le système allemand, le système britannique et puis le modèle français, tout en évoquant comment ça se passe aussi dans d'autres pays d'Europe. Et suite à ça, vous présentez l'état de nos réflexions sur les enjeux, justement, et sur les questions qui se posent à nous en tant qu'acteurs de la formation des ingénieurs à la française, et ouvrir le débat sur les choix que nous avons à faire, et donc sur les défis qui s'ouvrent si on le souhaite. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui vont s'imposer, qui s'imposent à nous, et puis il y a des choses sur lesquelles on a des choix à faire. Et pour finir, je vais évoquer les rapports à l'innovation et les pratiques pédagogiques qu'on a pu observer dans ces différents pays.
Alors pour commencer, le modèle allemand, en fait, ce qui caractérise, c'est d'abord l'hétérogénéité dans la formation. Déjà parce que c'est un État fédéral, donc en fonction des Länder, il va y avoir des petites différences, mais aussi parce qu'il y a différents types d'établissements qui forment des ingénieurs. Il y a les universités techniques, et puis les universités de sciences appliquées, si on traduit en français. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas des écoles d'ingénieurs comme en France. Tous les ingénieurs sont formés dans ces 3 types d'établissements que je viens de citer, avec une attractivité différente selon ces établissements. Globalement, en Allemagne, les universités, c'est ceux qui sont c'est les établissements de formation qui sont les plus prestigieuses. Les universités techniques, un petit peu, enfin aussi, mais un peu moins parce qu'elles sont moins anciennes et il y a moins de place accordée à la recherche. Et puis les universités de sciences appliquées sont encore un peu moins recherchées, disons. Par contre, pour les ingénieurs, il va y avoir une préférence pour les formations dans les universités techniques, parce que c'est là qu'il y a de plus de liens avec les entreprises, et donc où la formation est plus professionnalisante, on va dire. Donc il y a beaucoup d'hétérogénéité dans ces formations en Allemagne. Donc je ne l'ai pas dit, elles recrutent après le bac, sur dossier, donc sur les notes du bac. En fonction des universités, donc elles vont être plus ou moins exigeantes. Et puis il y a des écoles de sciences, des universités de sciences appliquées qui recrutent, peu importe, enfin qui sont beaucoup moins exigeantes sur les notes. Mais ce qui fait la particularité du modèle allemand en général, c'est les liens avec les entreprises qui sont très forts. Ça passe par la formation par alternance qui est très développée. Les liens forts avec les entreprises, disons, qui se font à tous les niveaux, aussi par une proximité géographique. On a souvent des universités qui sont au centre de parcs technologiques, donc entourées des entreprises avec lesquelles elles travaillent. Et puis il y a une grande place accordée à la recherche, notamment dans les universités, un peu moins dans les universités techniques et encore un peu moins dans les universités de sciences appliquées. Mais ça, c'est une des caractéristiques importantes du système allemand. On a cherché à savoir quelles étaient les préoccupations du gouvernement allemand en matière de formation des ingénieurs. Donc là, c'est l'innovation et c'est l'industrie 4.0, donc c'est lié à l'innovation. L'industrie 4.0, c'est un concept qui exprime l'idée que le monde se trouverait aux prémices d'une 4e révolution industrielle, basée, si on peut dire, sur l'usine intelligente, la révolution numérique des entreprises, donc une usine où toutes les machines, les systèmes, les sites de production et même l'extérieur, tout serait interconnecté. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, l'industrie 4.0 en Allemagne. C'est au cœur de la stratégie de développement des hautes technologies du gouvernement allemand. Et puis en France, on en parle aussi un petit peu depuis quelques temps, hein, notamment avec des entreprises qui travaillent au développement de l'usine 4.0, comme EADS, je crois, Astrium, Dassault Systèmes aussi. Les préoccupations des entreprises, ça c'est ce qu'on a pu recueillir grâce à nos entretiens dans les entreprises, justement en Allemagne. Quelles sont les préoccupations? C'est l'ouverture internationale des ingénieurs qui est très faible en Allemagne. Il y a peu de... peut-être que ça va manquer de chiffres de votre point de vue, ce que je raconte. En fait, c'est un peu compliqué, vu l'hétérogénéité des établissements, les différences entre les types d'établissements et l'hétérogénéité dans tout ça, c'est un peu compliqué de vous donner des chiffres, enfin ça ferait des énormes tableaux. Mais globalement, les étudiants allemands, ils partent peu à l'étranger pendant leur cursus, par rapport à d'autres pays. Les entreprises apprécient les business engineers. Les business engineers, c'est des ingénieurs auxquels on a rajouté une couche commerciale, chargée d'affaires, finance, qui sont capables de défendre des projets au niveau commercial. Et donc ça, c'est très recherché en Allemagne et c'est en même temps très rare. C'est pas dans toutes les universités qu'on propose ce genre de formation. Et puis, elles apprécient les ingénieurs docteurs. Il y a beaucoup plus d'ingénieurs qui complètent la formation par un doctorat en Allemagne par rapport à ce qu'on voit en France. J'ai lu
En France, ça évolue pas mal ces dernières années, mais en 2011, il y avait 4% d'ingénieurs qui complétaient leur formation par un doctorat. En 2015, d'après les derniers chiffres des diplômés 2014, il y en a 8% qui complètent leur formation d'ingénieur par une thèse. Donc ça a quand même doublé en 4 ans en France. Mais en Allemagne, on tourne autour de 20% des ingénieurs qui complètent leur formation par une thèse. Alors comment les universités s'adaptent à ces préoccupations des entreprises et du gouvernement? En consolidant les liens entre le monde académique et l'entreprise, qui est déjà pas mal développée, mais ils essaient de conforter ça parce que c'est vraiment un point fort du système allemand. Et puis en accordant encore plus de place à la recherche, même dans les universités de sciences appliquées, parce qu'ils voient ça comme... c'est ce qui est recherché en ce moment donc, par les entreprises et puis par rapport aux attentes du gouvernement allemand, des objectifs qu'ils se posent. Alors les principales difficultés qui concernent la formation des ingénieurs en Allemagne, c'est les conflits entre différentes approches sur la formation des ingénieurs. En fait, il y a des conflits entre déjà les attentes des établissements d'enseignement supérieur, mais aussi de l'ASIN, qui est, on va dire, l'équivalent de la CTI en Allemagne, et puis avec le label EUREIS, qui est le label européen sur les formations d'ingénieurs, qui regroupe toutes les attentes, comme fait la CTI en France, auxquelles doivent répondre les formations d'ingénieurs. Il faut dire que la CIN est récente, elle existe depuis 1999 en Allemagne, alors que la CTI elle a quand même une place privilégiée en France, elle existe depuis 1934, et puis elle fait figure vraiment de pilier. Et ça, c'est pas le cas en Allemagne. L'autre problème, c'est le manque d'ingénieurs. En Allemagne, il y a 90 000 ingénieurs par an qui sont formés, mais il en manquerait 80 000. Donc il y a 80 000 postes d'ingénieurs qui sont non pourvus, ça c'est un problème. Et puis les ingénieurs sont considérés comme des techniciens de haut niveau par rapport à la France, parce qu'en France, les ingénieurs qui sortent de l'école, ils sont propulsés assez vite, souvent à des postes à responsabilité, comme chef de projet ou chef d'équipe. Ils ont des responsabilités managériales, ce qu'ont beaucoup moins les ingénieurs en Allemagne au début de leur carrière. Le modèle britannique, ensuite, il se caractérise par une hétérogénéité, là encore, et parce que ce sont les corps professionnels déjà qui accréditent les formations, et donc les corps professionnels des ingénieurs électriciens vont se préoccuper du contenu détaillé des formations des futurs ingénieurs électriciens. Les corps professionnels des ingénieurs en bâtiment vont faire de même, et ce qui fait que les formations, au final, n'ont pas grand-chose de commun entre elles. Là encore, en Angleterre, il n'y a pas d'école d'ingénieurs, c'est à l'université que ça se passe. Elle recrute après le bac sur dossier et il y a des exigences assez sévères, c'est très sélectif en fait, ce qui fait qu'il y a autour de 1/4 des étudiants qui se retrouvent chaque année sur le carreau après le bac parce qu'ils ne sont pas acceptés dans des universités. Mais ça c'est à nuancer parce que pour les ingénieurs, ce qui fait la particularité du Royaume-Uni, c'est que les études d'ingénieurs ne sont pas du tout valorisées. Et malgré le fait qu'il y a 1/4 des étudiants qui se retrouvent sur le carreau, il y a des places en formation d'ingénieurs qui ne sont pas pourvues, c'est-à-dire qui restent vacantes. Et ça, c'est un gros problème qui est considéré au niveau national au Royaume-Uni. Comment faire pour rendre les formations d'ingénieurs plus attractives? Alors les préoccupations, c'est donc d'augmenter le nombre d'ingénieurs et leur ouverture internationale, parce que là encore, les étudiants britanniques, ils partent peu finalement au cours de leurs études à l'étranger. C'est aussi l'innovation, donc j'y reviendrai tout à l'heure, et c'est l'attractivité pour les étudiants du monde entier. En fait, le Royaume-Uni accueille 30% de plus d'étudiants étrangers que la France. Elle forme 4 fois plus de Chinois, 17 fois plus d'Indiens. Et ça, c'est quelque chose qui est un atout de taille pour l'économie britannique. Et ils sont conscients de l'intérêt qu'il y a à former des étudiants étrangers pour plusieurs raisons.
Les préoccupations des entreprises, c'est qu'il y ait plus de liens entre le monde académique et les entreprises, parce qu'il y en a en fait très peu. Hormis le fait que ce soit les corps professionnels qui se préoccupent dans le détail du contenu des formations, en fait, il n'y a pas énormément de liens entre le monde académique et l'entreprise. Il y a peu de stages. Nos partenaires en recherche sont à l'université d'Aston, à Birmingham, et ils nous ont donné les chiffres sur justement les stages réalisés par les étudiants. En fait, il n'y a que 30% des étudiants qui sortent avec leur diplôme avec un stage au cours de leurs études. Donc c'est très peu. Donc ça, c'est un réel problème au Royaume-Uni. Et puis l'ouverture internationale, comme je le disais. Comment les universités et les formations s'adaptent à ces injonctions et à ces problèmes? En développant la formation par alternance, et ça c'est nouveau, c'est quelque chose qui se met en place à cette rentrée universitaire en 2015 en Angleterre pour les ingénieurs, et en essayant de développer l'innovation et l'entrepreneuriat en passant par différents moyens, notamment les nouvelles pédagogies, et ça c'est vraiment le point fort des Britanniques. Ils sont vraiment à la pointe en matière de pédagogie, tout comme le sont pas mal d'universités en Europe du Nord, je pense à Aalborg au Danemark par exemple, qui sont vraiment en avant sur les pédagogies par problème, les pédagogies par projet, sur l'interdisciplinarité aussi. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont bien en place et qui sont développées au Royaume-Uni. Les sciences humaines et sociales aussi, elles sont très peu présentes, elles ont été très peu présentes jusqu'à maintenant dans la formation des ingénieurs au Royaume-Uni, et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place avec des réticences, bien sûr. On va en parler tout à l'heure. Et une considération aussi importante pour le CDIO. Donc le CDIO, vous n'avez peut-être pas entendu parler, c'est un référentiel qui est un référentiel de réflexion et un référentiel qui est là pour améliorer la formation des ingénieurs en se basant sur l'approche par compétence et l'approche par capacité. Donc ça c'est quelque chose qui est assez bien vu en Angleterre, et puis j'en redirai quelques mots, enfin au Royaume-Uni, puis j'en redirai quelques mots tout à l'heure. Les principaux problèmes sur la formation des ingénieurs au Royaume-Uni, c'est le manque d'ingénieurs, comme je le disais, le peu de valorisation donnée au métier d'ingénieur, et puis les conflits entre différentes approches, celles des établissements, celles des corps professionnels, celles d'autres organismes de réflexion sur la formation des ingénieurs. Le modèle français, donc c'est celui que vous connaissez mieux, je pense. Ce qui fait sa caractéristique, c'est la domination historique du modèle des grandes écoles qui ont été créées à la base pour fournir les élites des grands corps d'État. Et on voit que les formations gardent encore aujourd'hui en France l'héritage de cette histoire, puisqu'on a des formations qui sont beaucoup plus théoriques et en tout cas moins pragmatiques qu'au Royaume-Uni ou qu'en Allemagne. Ce qui fait la particularité aussi de la France, c'est la protection du titre par la CTI, et puis le fait qu'il y ait énormément d'établissements de formation des ingénieurs. Il y a plus de 250 écoles en France, plus les universités, plus différents types d'établissements, et ça c'est assez particulier. En Angleterre, on a 160 universités, et voilà, il ne va pas y avoir autant de petits établissements qui forment des ingénieurs. Les préoccupations du gouvernement en France en matière de formation, c'est bien sûr de répondre à la demande économique et sociale du pays, donc fournir les ingénieurs dont les entreprises ont besoin. C'est les injonctions à l'innovation aussi, qui se concrétisent par des financements de la recherche sur l'innovation, par exemple. L'internationalisation des formations et la standardisation, donc ça a plutôt pas mal marché en France ces dernières années, dans le sens où la plupart des écoles d'ingénieurs en France maintenant ont obtenu le label EURES, le label européen, qui est d'ailleurs donné par la CTI. C'est la CTI qui est accréditée pour délivrer ce label aux écoles en France. Conserver une spécificité nationale du modèle d'ingénieur et puis valoriser la formation d'ingénieur à la française, c'est peut-être ça qui est plus problématique en France. C'est peut-être même un ratage, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais il y a des gros problèmes là-dessus. Et puis le positionnement dans les classements internationaux, ça c'est quelque chose qui est vu comme important, et
par le regroupement des écoles, justement, ça s'améliore de ce point de vue. Les préoccupations des entreprises. Alors, les attentes des entreprises en France, vous le savez, c'est qu'elles recherchent l'innovation, mais aussi bien l'innovation technique que l'innovation dans les usages. C'est-à-dire dans tout ce qui va être gestion des ressources, circulation et traitement de l'information, organisation des entreprises, bref, tout ce qui est de l'ordre de l'adaptation de la technique aux besoins des entreprises et aux besoins de la société. Comment les écoles s'adaptent à ces injonctions? Par les innovations pédagogiques. Alors là, on a tous des exemples en tête, mais il faut savoir que toutes les écoles ne sont pas égales sur ce plan. Toutes ont conscience, en fait, je ne pense pas qu'il y ait un directeur de la formation ou des études en France dans une école d'ingénieurs qui dise qu'il ne s'intéresse pas à cette question de la pédagogie, mais toutes n'ont pas la volonté ou les moyens de mettre en place des vrais dispositifs ou des vrais espaces de réflexion sur ces questions. Souvent, les petites écoles sont davantage soucieuses de répondre aux attentes précises des entreprises locales plutôt que de s'interroger sur autre chose. Quelquefois, on a des écoles aussi qui se contentent de mettre en place des dispositifs pédagogiques qui s'apparentent peut-être plus à des effets de mode et qui sont pas, où il n'y a pas une vraie réflexion en amont par rapport à ça. Le renforcement des liens avec les entreprises, ça c'est quelque chose qui est important pour la plupart des écoles. Et ça passe par plus de stages, plus d'importance accordée au PFE, le développement de l'information par alternance aussi. Et puis l'intégration des sciences humaines et sociales, qui a été encouragée par la CTI et qui l'est encore. C'est une des préoccupations importantes de la CTI. Sur ce point aussi, toutes les écoles ne sont pas égales. Il y a des écoles qui vont privilégier des matières comme le management, le marketing, des matières qui ont une visée utilitariste comme ça. Et puis il y a d'autres écoles, notamment les plus prestigieuses, qui vont plutôt donner de l'importance à ce qu'on appelle les humanités et à des matières plus réflexives qui demandent aux étudiants des matières qui suscitent une prise de recul, un point de vue critique sur les choses, voire une pensée herméneutique, ou au moins de la culture générale. Et donc on a par exemple la sociologie, l'histoire, la philosophie, l'anthropologie dans certaines écoles. Les principales difficultés, c'est la taille des écoles et puis c'est la résistance dans les écoles qu'on a connues ces dernières années et puis qui est encore visible quelquefois sur la nouvelle pédagogie par exemple, sur les sciences humaines et sociales aussi, sur des points comme ça. Alors le premier grand objectif du processus de Bologne, c'était la mise en place de la standardisation des formations via le système LMD. L'objectif principal suivant, à partir de 1997 et de la déclaration de Londres, c'était de mettre en place une certaine norme qualitative dans tous ces établissements afin de garantir un standard de qualité dans tous les établissements de l'UE, enfin de l'espace européen de la recherche. Alors, il y avait au départ une volonté politique d'harmoniser et de rapprocher tous ces systèmes, mais les institutions financières internationales, comme la Banque mondiale, comme l'OCDE, comme l'Union européenne, ont joué aussi un rôle important dans la mise en place de ce qu'on pourrait appeler un idéal d'un marché de l'enseignement supérieur, d'un marché mondial d'enseignement supérieur, qui serait fondé sur la libéralisation, sur la concurrence, sur l'équivalence des titres universitaires au niveau mondial aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1998, l'OMC considère les services d'éducation comme un service comme un autre, qui doit être conforme au libre-échange. Et à ce titre, les services d'éducation sont mentionnés dans l'accord général sur le commerce des services qui a été signé à Marrakech en 2004 par la plupart des États du monde. Donc l'enseignement supérieur, de ce point de vue, est devenu un marché où la concurrence se concrétise par l'attractivité et où les étudiants peuvent être considérés comme des clients.
Donc ça, c'est évidemment pas du point de vue des enseignants, mais c'est du point de vue des directeurs d'école ou des présidents d'université. Et il faut souligner que les pays émergents sont autant concernés par l'ouverture à la concurrence que les pays d'Europe. L'espace de concurrence est en fait devenu un espace mondial, où il y en a des grandes universités anglophones, par exemple en Asie, comme Singapour ou Hong Kong, qui sont également des lieux d'excellence aujourd'hui. Il y a des pays comme le Maroc aussi, qui entrent petit à petit sur la scène des pays qui sont reconnus pour la qualité de leur formation, avec tout un tas d'instituts publics et privés, avec des universités internationales, avec des antennes d'écoles d'ingénieurs françaises. Donc tous ces établissements d'enseignement supérieur, ils tentent de faire venir à eux des étudiants étrangers. Et il y a 4 millions d'étudiants qui sont en mobilité internationale aujourd'hui dans le monde, donc c'est énorme. Et les études prévoient qu'il y en aura le double d'ici 2025. Donc il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Et ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que les pays qui sont les plus attirants par ces étudiants qui bougent sur la planète, ce n'est pas forcément ceux auxquels on s'attend. En fait, la carte des pôles plus ou moins attractifs s'est vraiment complexifiée et rien n'est figé en fait. Ce sont des choses qui évoluent très vite. De la même façon, il faut nuancer l'idée d'une libre circulation des étudiants, d'un marché mondial qui serait fluide, qui serait accessible à tous. Il y a des contraintes de l'ordre, il y a des procédures de sélection académique, bien sûr, il y a des procédures de sélection consulaire, tout simplement aussi, mais il faut avoir son visa, il faut être accepté en tant que migrant pour études. Il y a la capacité à pouvoir, bien sûr, assurer la charge financière des études. Tout ça, ça vient relativiser cette libre circulation des étudiants. Et du coup, face à ces restrictions, on a des pays du Sud qui sont aussi de plus en plus attirants pour tout un tas de populations étudiantes. Donc il est indéniable qu'il y a standardisation des normes. L'objectif de créer un espace commun d'enseignement supérieur en Europe a essaimé aussi au-delà de l'Europe, au-delà des frontières d'Europe. Très vite, il y a des grandes manœuvres qui ont eu cours dans plein de pays suite à la mise en place du système LMD en Europe. Par exemple, la Russie, la Turquie, les pays du Caucase, donc tout ce qui est Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie, ils sont dans le système LMD aussi, tous les pays du Maghreb et beaucoup de pays d'Afrique, tous ceux qui adhèrent au CAMES, au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la plupart d'entre eux, ont adopté aussi le système LMD. Donc il y a une standardisation des normes, il y a aussi une diversité des attentes. Et l'exemple du CDIO que j'évoquais tout à l'heure illustre bien cette diversité des attentes. Le CDIO, comme je disais, c'est un référentiel qui a été créé au MIT à la fin des années 90 par des enseignants américains et suédois. C'est une démarche collaborative de réflexion et d'amélioration des formations d'ingénieurs qui regroupe aujourd'hui une cinquantaine d'universités dans le monde et qui est très valorisée en Europe du Nord, en Amérique, dans certains pays d'Asie. Or, on peut constater que le CDIO n'attire pas les foules d'écoles en France. Il n'y a qu'une seule école qui adhère au CDIO en France, c'est Télécom Bretagne. Alors on a dit que les normes participent d'un processus d'homogénéisation des formations. Or, certains organismes d'accréditation, à l'image de la CTI en France, ont pour mission concrètement de valoriser le système français et de le développer, de conforter sa place dans l'espace européen et à l'échelle mondiale. Mais l'avenir reste assez sombre en fait à ce niveau-là. Je vais en parler tout de suite parce que je vais parler de l'attractivité pour les étudiants étrangers et c'est assez lié à ça. En fait, la France accueille de plus en plus d'étudiants chinois, on l'a tous remarqué. Ils forment maintenant le plus gros des contingents d'étudiants étrangers en France, devant les Maghrébins. Jusqu'à il y a quelques années, c'était les Maghrébins qui étaient les plus nombreux. Et dans une école comme Polytechnique, par exemple, on avait 50% des étudiants étrangers qui étaient des Marocains, il y a encore quelques années.
Donc la France mise sur l'accueil d'étudiants qui viennent de tous les continents et des étudiants anglophones notamment. Et paradoxalement, on a le continent africain qui connaît une croissance démographique, une croissance économique et même le développement d'une classe moyenne, même si elle reste embryonnaire. Mais il y a tout un tas de familles en Afrique qui ont envie que leurs enfants fassent des études à l'étranger dans des bons établissements de formation. Et en fait, la France ne regarde pas du tout vers l'Afrique en ce moment. On assiste par exemple à des fermetures de centres culturels français à l'étranger, alors que dans beaucoup de capitales africaines, le centre culturel français, c'était l'endroit où se passait la vie culturelle dans la ville. C'est le centre culturel français qui organisait les expos, qui organisait les spectacles, qui organisait les concerts. Voilà, donc ces centres culturels français, ils ferment de plus en plus. Il y en a certains qui existent encore, mais il y en a beaucoup qui ont fermé. Et à côté de ça, on voit les centres culturels chinois et américains qui poussent comme des champignons dans les grandes villes africaines. On voit aussi qu'il y a un découragement à l'émigration des étudiants africains en France. Et puis, en ce qui concerne la formation des ingénieurs en particulier, on voit qu'il y a très peu d'efforts faits pour faire venir les étudiants africains. On le voit par exemple avec l'exemple du concours EGA, qui est organisé avec très peu de moyens, qui connaît d'énormes difficultés. C'est le concours par lequel on fait venir des étudiants camerounais, par exemple à l'Insta-Bretagne, chaque année, où il y a quelques Marocains aussi qui viennent par ce biais. Et il y a surtout une absence de diffusion du modèle français de formation d'ingénieurs en Afrique. Ça, c'est quelque chose qui est assez important parce que la plupart des écoles d'ingénieurs en Afrique ont été vraiment bâties, ont été vraiment calquées sur le modèle français, au moins en Afrique francophone, bien sûr. Et puis, en fait, la CTI, elle n'a pas les moyens, on ne lui donne pas les moyens d'aller accréditer ces formations d'ingénieurs en Afrique, même si souvent ces écoles demandent l'accréditation de la CTI, mais la CTI n'a pas de budget pour ça, en fait. Et on voit que les organismes accréditateurs américains, par exemple, ou chinois, eux, ils vont en Afrique pour accréditer à tour de bras les écoles d'ingénieurs en Afrique et donc les entraînent dans leur sillage, dans un contexte très concurrentiel, on peut le rappeler. Voilà, donc il y a aussi d'autres exemples. Il y a la Suisse ou le Canada qui misent sur la francophonie pour essayer d'attirer les meilleurs étudiants africains. À l'EPFL à Lausanne, ils mettent le paquet justement pour accueillir les meilleurs étudiants africains. Et on sait que les étudiants africains, je l'ai dit peut-être, ils sont très mobiles. Il y a un étudiant africain sur 16, je crois, pour vous donner des chiffres, qui partent étudier dans un établissement étranger, contre 1 sur 29 en France. Donc ils sont le double à bouger pendant leur formation et souvent pour des mobilités beaucoup plus longues. Un étudiant français, il va partir 6 mois ou 1 an. Un étudiant africain, il va partir plusieurs années. Et on sait que les Maghrébins, par exemple, on vient de clôturer le projet Tassili sur justement les formations, sur les ingénieurs maghrébins qui viennent se former en France. On sait que les Maghrébins qui viennent se former en France, souvent ils repartent dans leur pays pour former l'élite technique et politique de leur pays. Où ils se servent aussi quelquefois de la France comme tremplin pour faire des carrières, des belles carrières, partout dans le monde, et pour devenir des brillants ambassadeurs de la formation à la française. Mais aussi des têtes de pont pour des échanges économiques, par exemple, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc en plus des contraintes financières, il y a en France bien sûr des contraintes consulaires qui existent aussi dans d'autres endroits du monde, bien sûr, qui font que les étudiants, on a des étudiants africains par exemple qui vont préférer aller en Bulgarie pour obtenir un diplôme d'ingénieur qui est habilité par la CTI, parce que la CTI accrédite des formations d'ingénieurs à l'étranger quand elle peut, c'est-à-dire quand les établissements à l'étranger payent pour ça, parce que les écoles d'ingénieurs en Afrique n'ont souvent pas les moyens de faire venir la CTI pour accréditer leur formation. Donc il y a des écoles quand même dans le monde qui se font accréditer par la CTI et qui se servent de ça pour faire venir les étudiants étrangers à eux. Alors pour finir, les rapports à l'innovation. Dans nos entretiens, on a cherché en quelque sorte à recueillir la rhétorique de l'innovation
chez les différentes personnes qu'on a rencontrées, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'innovation pour eux, quel sens ils lui donnent. Donc on a rencontré des enseignants, comme je disais, des directeurs d'école, des gens impliqués au niveau pédagogique dans les établissements de formation. Et ce qui ressort, c'est qu'on parle on parle partout d'innovation. Dans tous les pays du monde qu'on a observé, on parle d'innovation, après plus ou moins. Hein. Mais l'innovation revêt des sens différents dans certains pays. Alors on parle beaucoup d'innovation technologique, notamment en Europe. On parle d'innovation dans les usages, en Europe également, de plus en plus. Et on parle d'innovation dans l'interprétation et l'adaptation. Alors là, je vais prendre l'exemple du Maroc. En fait, c'était assez particulier. Moi, au Maroc, j'ai justement rencontré des directeurs d'école, des enseignants, dans les entreprises, des DRH, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, notamment d'entreprises marocaines, d'entreprises françaises, donc Safran, d'entreprises de multinationales aussi, comme Cisco. Et ils avaient tous le même discours sur l'innovation. Pour eux, l'innovation, pour le Maroc, c'était l'adaptation de tout ce qui vient d'ailleurs au contexte maghrébin et au contexte africain. C'est ça l'innovation pour eux. Et en fait, le Maroc veut vraiment se présenter comme une porte d'entrée vers l'Afrique pour tout ce qui vient d'ailleurs. Donc c'est intéressant de voir cette différence. Alors quand on parle d'innovation et de formation, on pense tout de suite aux pratiques pédagogiques. Et dans tout ce qu'on a pu observer un peu partout, on a pu essayer de débaucher une distinction entre tout ce qu'on a pu voir. Et on peut parler en fait de formation à l'innovation, de formation par l'innovation et de formation pour l'innovation. Alors les formations à l'innovation, c'est tout ce qui va être fait dans une optique très prescriptive. Des recettes, des cours sur l'innovation par exemple, comme des listes de méthodes et de recettes pour faire de l'innovation. Donc on aura des sciences humaines et sociales, des matières de sciences humaines et sociales avec une visée très utilitariste, du marketing, ça peut servir à faire de l'innovation, voilà, des cours sur l'innovation, des choses comme ça. Le lien avec la recherche s'est mis en avant aussi, et puis tout ce qui est nouveaux dispositifs comme les cantines numériques, Open Lab, Fab Lab, tous ces mots à la mode qu'on entend depuis quelques temps. Des formations par l'innovation. Alors ça, c'est tout ce qui est, tout ce qui sert à tout ce qui est nouvelle pédagogie, justement, pédagogie numérique à utiliser dans la formation. Et puis enfin, la formation pour l'innovation, et c'est ça peut-être qui est le plus intéressant, c'est comment on fait pour mettre dans la tête de nos futurs ingénieurs une petite graine qui va faire d'eux des innovateurs dans quelques années. Et là, donc, nos interlocuteurs dans les différents pays qu'on a pu enquêter parlent par exemple d'interdisciplinarité, de transversalité, de sciences humaines aussi, mais avec une visée plus réflexive, pour essayer de prendre du recul sur les choses, pour avoir un point de vue critique, une visée plus globale des choses, mais aussi tout ce qui est art plastique et tout ce qui peut favoriser en fait la créativité et l'imagination. Et c'est là qu'on on va avoir des exemples vraiment très novateurs de dispositifs pédagogiques qui peuvent exister. Et enfin, pour finir, certains de nos interlocuteurs ont mis en avant la mobilité et l'ouverture internationale pour l'innovation. C'est-à-dire que, et ça c'est par exemple dans une université comme Aalborg, ils mettent le paquet là-dessus, sur la mobilité internationale, parce qu'ils se disent que partir à l'étranger, c'est bousculer ses repères, c'est sortir de son cadre quotidien, c'est voir d'autres manières de faire, c'est d'être confronté à la différence, au dépaysement, à la remise en question, c'est se nourrir d'autres façons de voir les choses et de penser, c'est prendre du recul sur ce qui paraît évident parce que c'est trop familier, et donc c'est autant de moyens d'être plus ouvert et plus agile d'esprit. Et donc d'être plus créatif et plus imaginatif. Voilà, et ça c'est valable aussi bien pour les enseignants que pour les profs. Dans des universités d'Europe du Nord, ils font bouger beaucoup les profs aussi, et ça c'est quelque chose qui va être préconisé par la CTI de plus en plus aussi, la mobilité des enseignants. Alors pour conclure, j'ai vraiment dépassé le temps, donc je vais juste finir sur les questions que je voulais poser pour essayer d'ouvrir le débat. Des questions, donc, quels sont les défis pour un modèle français qui a fait ses preuves mais qui doit s'adapter à l'évolution du monde?
Qu'est-ce qu'on entend, nous, ici, par innovation? Est-ce qu'on a envie de former des innovateurs? Et comment on s'y prend? Est-ce qu'il ne faudrait pas renouer avec les façons plus socio-techniques d'aborder les problèmes? Quand on parle d'innovation, peut-être renoue-t-on avec ce qu'on entendait par l'ingénieur et qu'on a perdu, l'ingénieur comme porteur de progrès. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Linda pour cette présentation plus qu'éclairante et qui donne envie aussi de se poser plein de questions. Est-ce que vous avez des questions? Ah, merci. Revenir sur deux petits points, vous avez des questions très pointues sur deux petits points sur lesquels je n'ai pas compris. Tu nous as dit sur le modèle britannique qu'il manquait d'ingénieurs et pourtant en entrée il y a beaucoup de gens qui postulent et ils restent déplaçables. Ça veut dire qu'ils ne transigent pas sur le niveau initial? Oui, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui préfèrent ne rien faire plutôt que de faire des études d'ingénieur. D'après ce que nos partenaires là-bas nous ont dit et nos enquêtes. C'est-à-dire qu'il y a des histoires aussi d'emplacement d'université. Peut-être qu'il y a des étudiants qui habitent à Londres qui n'ont pas envie d'aller dans une petite ville de province pour faire des études d'ingénieur, alors que c'est là qu'il reste des places. Parce que en fait, c'est par établissement qu'il y a un certain nombre de places qui sont à pourvoir. Ah oui, tu as dit à un moment donné, un petit truc qui m'a un peu surpris, tu dis le modèle français est un modèle d'ingénieur très théorique, etc. Pourtant, quand on regarde le taux de stage qu'on a nous par rapport aux Britanniques, il n'y a pas de comparaison possible. Qu'est-ce qui te fait dire ça? En fait, c'est sur le... Bon, effectivement, les stages, c'est dans une démarche professionnalisante, effectivement, c'est pas théorique, mais sur le contenu et la façon de faire les cours, c'est là qu'on est beaucoup plus théorique. Et tout simplement, si on prend l'exemple des pédagogies, on va faire des cours magistraux, on va déverser des connaissances sur les étudiants, et en Angleterre, c'est pas le cas. Ils sont beaucoup plus dans les pédagogies actives et dans les pédagogies par projet. En fait, je sais pas, tu as quelque chose à ajouter, Manu, parce que toi tu connais bien. Il y a le poids des maths et de la physique en France. Oui, aussi. Le poids des maths et de la physique. Les classes prépa en France. Vous avez entendu? Et dernier petit point sur lequel je voulais avoir un petit peu ton avis et ton ressenti par rapport à tout ce que vous avez découvert à travers l'Europe et le reste, tu nous as un petit peu parlé de Bologne. Le système français d'ingénieurs n'est pas du tout Bologne, quoi. Bologne compatible, LMD. Donc qu'est-ce qu'il en est, comment c'est ressenti à l'international et autres? Ouais, on est quand même dans le système LMD. C'est pour ça. Est-ce qu'on a une licence à l'école? Est-ce qu'on fait des masters à l'école? Mais n'empêche que... On n'est pas du tout web. On n'est pas du tout web. En tout cas, pour ces étudiants qui veulent bouger et trouver des équivalences, ça ne pose pas trop de problème. Vous avez entendu? J'ai une question puisque j'ai le micro, merci. En fait, si vous avez pu rencontrer des DRH et des chefs d'entreprise, qu'est-ce qu'ils en pensent finalement des différents modèles? Est-ce que le modèle français est bien vu, pas bien vu? Ça dépend où. En général, les gens ne sont pas catégoriques. Les ingénieurs français, ils sont appréciés pour différentes raisons. Ils sont très appréciés pour différentes raisons. Justement, pour leur culture générale, pour leur vision plus globale des problèmes, comparée à d'autres ingénieurs comme les Anglais, par exemple, qui vont être les Britanniques, qui vont être très pointus sur leur domaine et avoir beaucoup moins de recul sur le reste. Donc il y a des choses comme ça. Bon, quand on va hors Europe, le modèle français il est très apprécié. Bon, je pense aux pays africains où on est allé. Il y a une admiration pour le modèle français, hein, en fait.
notamment pour tout ce qui est apprentissage de la communication, de tout ce qui est fonctionnement de l'entreprise. Les ingénieurs français, en général, souvent, ils sont bien préparés à ça. Ils sont bien formés à ça. Ils ne débarquent pas de la Lune quand ils arrivent en entreprise. Après, on n'est pas allé dans tous les pays du monde non plus. Il reste beaucoup de choses à faire. Non, je ne vous ai pas parlé de l'Asie parce que c'est à suivre. On aimerait bien justement aller voir ce qui se passe là-bas. Oui, pardon, on a fait le Vietnam. Comment? Et la Mongolie, ouais. Mais on a fait quelques pays émergents. On a fait quelques pays émergents, et c'était vraiment intéressant de prendre le cas du Vietnam parce que c'est un pays où il y a différents modèles qui sont introduits et puis qui cohabitent les uns avec les autres. Il y a le système français, donc il y a des écoles d'ingénieurs à la française, il y a d'autres écoles qui sont plus sur le modèle anglo-saxon, qui adhèrent au CDIO et tout par exemple. Donc ça c'était intéressant à voir justement que dans certains pays, on ne se calque pas sur un modèle en particulier, on ne fait pas un choix, mais au contraire on essaie de multiplier les systèmes. En Mongolie c'était pareil, ils essaient de ne pas dépendre d'un seul pays, mais de s'ouvrir le plus largement possible. Alors, bon, comme j'ai le micro, je suis là. Moi, j'ai une question à poser par rapport à l'ouverture internationale, évidemment. Tu as dit que la CTI avait l'intention de favoriser la mobilité des enseignants à l'international. C'est quelque chose qui est vraiment dans les tablettes. Il y a des choses concrètes de fait, parce que si on regarde concrètement, beaucoup d'enseignants veulent partir à l'international. Dans l'éducation nationale, ça se fait à peu près correctement avec les échanges de poste pour poste. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est excessivement difficile de mettre en place, ce qui fait que dans les enquêtes, on demande si les enseignants sont mobiles sur plus de 3 mois, et en général, ils sont mobiles maximum 1 mois, parce que ça pose trop de problèmes dans l'organisation des enseignements. Il n'y a pas vraiment de volonté au niveau de la direction ou au niveau des instances administratives pour pouvoir permettre ça aux enseignants. Donc je voudrais savoir ce que la CTI est en train de concocter à ce niveau-là. En fait, tout simplement, j'ai fait un entretien avec Anne-Marie Joly, qui est la vice-présidente de la CTI, là, en juin dernier, et elle m'a dit qu'elle était en train de rédiger le prochain REO, le prochain référentiel de la CTI, et ce sera clairement écrit dedans. Alors, est-ce qu'il y aura des chiffres, ça je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura, ce sera clairement exprimé qu'il faut encourager la mobilité des enseignants. Encourager, c'est un vœu oui. Voilà, c'est pour te dire, je ne sais pas ce qui sera écrit concrètement, mais en tout cas, c'est une des préoccupations très importantes de la CTI, et dans le prochain REO, ce sera... Si ça fait partie des indicateurs qui sont regardés par les différentes enquêtes, forcément ça ferait bouger les choses aussi. Ça fait longtemps que c'est dans les indicateurs, ça fait combien de temps que dans les J'avais 2 petites remarques sur l'Angleterre. Quand on mesure qu'il reste des places vacantes en Angleterre, plutôt qu'un manque de volonté des étudiants, est-ce que c'est pas dû à un prix excessif de l'inscription dans les universités qu'on n'a pas en France ou en Angleterre, pas de problème, enfin, pas en France ou en Allemagne. Et l'autre remarque, c'est sur l'ouverture à l'international, parce que tu citais Bologne comme élément qui permet la mobilité internationale. Alors les Anglais ne sont pas du tout dans Bologne, mais ils arrivent quand même à bien recruter à l'étranger, parce que c'est pas plutôt dû à la taille de l'ex-empire colonial anglais. Oui, ça c'est sûr, hein. C'est comme en France, on a plus d'étudiants africains que d'étudiants indiens. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants indiens, hein. Je ne sais pas si on a déjà eu à l'Est-Bretagne. Donc effectivement, il y a des liens privilégiés de par l'histoire, ça c'est sûr. Et puis pour les places, effectivement il y a ce problème, et c'est peut-être ça qui explique s'il y a des places, déjà que les études sont très chères, si en plus il faut changer de ville et se payer un appartement dans une autre ville, c'est peut-être ça aussi qui est compliqué pour des étudiants qui ont des places à l'autre bout du pays. Alors après, c'est dommage que Clara Povesi n'est pas là, parce que c'est elle qui est allée enquêter justement en Angleterre. Moi, je n'y suis pas allée personnellement. Donc elle aurait peut-être des réponses un peu plus précises que moi sur le Royaume-Uni. Il y a aussi une désaffection très forte pour les carrières techniques. C'est que dans le modèle anglo-saxon,
faire des écoles, des études prestigieuses, c'est aller faire du droit, du commerce, etc. Les écoles d'ingénieurs, c'est très dévalorisé, à la différence de ce qui se passe en France. Je pense que ça joue beaucoup dans la désaffection des carrières, c'est ce qu'ils disent. En fait, un ingénieur, c'est vu comme un mécanicien de garage, en fait. C'est cette image qu'ils ont en tête. Donc il y a des grosses campagnes au niveau national au Royaume-Uni pour essayer justement de valoriser ces carrières d'ingénieurs.